commencer donc cette soirée autour, on avait choisi ce thème, cette question, qui est trois manières d'aborder les effets individuels et collectifs de la pandémie. Et donc, nous allons chacune, Anne de la Fosse-Bazin, Daniel Lévy et moi-même, prendre un petit temps pour présenter une manière d'aborder cette question en fait du réel. Finalement, ce sera aussi autour de ce thème central que nous allons parler. Et donc, je commencerai par présenter une réflexion autour d'un mythe fondateur de la philosophie, qui est le mythe d'R. Et ensuite, Daniel Lévy, qui est philosophe et psychanalyste, secrétaire général de l'Institut Rachi, elle va plutôt parler autour de la question du réel et de Lacan. Et nous écouterons ensuite Anne de la Fosse-Bazin, psychanalyste et présidente de Actualité de la psychanalyse à Troyes, travaillera autour de Bion et des réflexions sur le trauma, si je ne me trompe pas, Anne. Donc, donc en tout cas, ce sera l'occasion de préciser. Et ensuite viendra le temps des questions et n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, donc moi je vais vous faire une très courte présentation, c'est autour de réflexions sur le mythe d'R. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce mythe. C'est un mythe qui attendez, il y a le téléphone qui sonne. D'accord. Donc le mythe d'R, c'est un mythe qui conclut le livre, le dialogue, la République de Platon. Et donc il s'agit donc d'une histoire qui est racontée par Platon et qui s'inspire d'une religion ancienne, déjà ancienne à l'époque, de la religion orphique, de la religion grecque orphique. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le récit, en fait, une sorte d'histoire fantastique qui est racontée, mais pas comme une histoire qui serait de l'ordre du roman ou de l'imaginaire, ni non plus comme une histoire qui serait véridique et ce qu'on pourrait dire réelle, mais qui se situe en fait dans un récit mythologique à la frontière entre la narrativité et l'histoire. Alors, en quelques mots, donc le livre, comme je vous disais, le livre La République, dont la question principale porte sur ce qu'est la cité idéale. Donc la République de Platon se termine par cet étrange récit annoncé par Platon comme un mythe, celui du témoignage d'un soldat, R, fils d'Arménios, mort sur un champ de bataille et revenu d'entre les morts pour raconter ce qu'il a vu. Si vous voulez, en fait, de nos jours, ça pourrait un peu s'apparenter à ce que l'on appelle des expériences de mort imminente, des EMI. Donc voilà, donc c'est un personnage qui est déjà sur le bûcher funéraire, mais dont le corps n'est pas putréfié. Il revient d'entre les morts et raconte ce qu'il a vu dans cet après, et qui n'est pas non plus ni un lieu totalement géographique et encore moins temporel. Donc je cite le début du mythe d'R. Ce n'est point, dis-je, c'est pas R qui parle. Celui qui parle, c'est bien Platon, qui lui-même se fait intermédiaire du témoignage d'R. Donc c'est le témoignage, un témoignage, un témoignage. Donc il dit, ce n'est point le récit d'Alkinoos que je vais te faire, mais celui d'un homme vaillant, R, fils d'Arménios, originaire de Pamphylie. Il était mort dans une bataille. 10 jours après, comme on enlevait les cadavres déjà putréfiés, le sien fut retrouvé intact. On le porta chez lui pour l'ensevelir, mais le 12e jour, alors qu'il était étendu sur le bûcher, il revint à la vie. Quand il eut repris ses sens, il raconta ce qu'il avait vu là-bas. Alors, R est un soldat quasi anonyme, mort sur un champ de bataille dont on ignore le nom, et son récit n'est pas, dit Platon, celui d'Alkinoos. Alors, il entend par là Alkinoos, peut-être que ça ne nous parle pas, mais pour Platon, c'est un vrai clin d'œil, c'est-à-dire que
qui fait pas le récit d'Alkinoos, c'est que ce n'est pas une de ces fables qu'Ulysse, dans l'Odyssée, a servi aux crédules phaéciens et à leur roi Alkinoos. Donc, en gros, c'est pour dire que ce récit n'est pas une fable. Mais alors, est-ce à dire que ce récit aux allures fantastiques serait véridique? C'est là aussi, je trouve, une étrange manière de conclure un dialogue sur le meilleur régime politique. C'est-à-dire qu'il conclut en fait une interrogation sur comment construire un collectif juste par un récit qui évoque la justice des morts pouvant orienter celle des vivants. Et là aussi, c'est un côté un peu étrange. Et seule la forme mythique pour Platon pourrait en rendre raison et aucune autre. Ce récit de seconde main, R ne témoigne pas directement, encore une fois, ne serait donc pas une fable imaginaire, ni un essai philosophique, mais tout autre chose, un récit mythique donnant à voir et à entendre ce qu'aucune autre forme de parole, orale ou écrite, ne le peut. Alors, n'est-ce pas une manière de dire que le réel, ce qui échappe à la prise rationnelle ou au sens habituel et rassurant, ne pourrait être dit que sous cette forme, en tout cas sous une forme qui ne serait ni de l'ordre de l'imagination pure et simple, ni sous une forme strictement rationnelle, mais dans cet entre-deux. Et donc, ce serait aussi une question que je livre aux réflexions d'Anne Bazin, d'Anne de la Fosse-Bazin et de Daniel Lévy. Donc, le récit commence avec la pérégrination des âmes, ce que raconte R, les unes montant, les autres descendant, et chacune jugée selon ses actes sur la terre des vivants incarnés. Alors, soit elle monte qu'elle monte vers la félicité ou qu'elle s'engage vers le monde souterrain aux descriptions infernales. En tout cas, elles vont toutes ces journées ensemble, donc les mauvaises comme les bonnes, si on veut prendre des cadres un peu moralisateurs. Quoi qu'il en soit, elles vont toutes ces journées ensemble, 7 jours, dans une prairie, pour en gros une très longue fête. Et le 8e jour, tout le monde lève le camp et s'achemine vers un autre lieu, à 4 jours de distance, je cite, d'où l'on découvre, s'étendant depuis le haut à travers tout le ciel et toute la terre, une lumière droite comme une colonne, fort semblable à l'arc-en-ciel, mais plus brillante et plus pure. Ils y arrivèrent après un jour de marche, et là, au milieu de la lumière, ils virent les extrémités des attaches du ciel, car cette lumière est le lien du ciel, comme ces armatures qui saignent les flancs des trières. Elle maintient l'assemblage de tout ce qui l'entraîne dans sa révolution. Donc là, en fait, c'est une description, en gros, du cosmos qui est vue dans ce lieu géographique qui n'est sur aucun endroit sur Terre. Donc là, le côté un peu décalé, en fait, de la description. Et voilà, c'est ce passage-là qui va m'intéresser. À ses extrémités et suspendu, je vais vous le montrer. Voilà. À ses extrémités est suspendu le fuseau de la nécessité qui fait tourner toutes les sphères. La tige et le crochet sont d'acier et d'autres matières. Voilà quelle est la nature du peson. Pour la forme, il ressemble à ceux d'ici-bas, mais d'après ce que disait R, il faut se le représenter comme un grand peson complètement évidé à l'intérieur, dans lequel s'ajuste un autre peson semblable mais plus petit, à la manière de ces boîtes qui s'ajustent les unes dans les autres, et pareillement un troisième, un quatrième et 4 autres. Le fuseau lui-même tourne sur les genoux de la nécessité, ananké en grec. Sur le haut de chaque cercle se tient une sirène. Alors là, vous voyez la petite sirène qui est là. Se tient une sirène qui tourne en lui, en faisant entendre un seul son, une seule note, et ces 8 notes composent ensemble une seule harmonie. Donc 8 pesons, 8 sirènes, et chacune de ces sirènes ne prononce qu'un seul son, et l'ensemble de ces sons va former une harmonie, et ce qu'on aurait appelé beaucoup plus tard la musique des sphères, notamment au Moyen-Âge. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est quoi le rapport exact avec la question de la pandémie
le Covid-19. Et alors bon, je ne vais pas vous dire, non, en fait, tout ceci est une fake news, mais nous vivons en fait au Moyen-Âge, et voilà le cosmos tel qu'il est réellement. Non, ce n'est pas de cela évidemment dont il est question. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la manière en fait dont le cosmos grec ici est représenté et qui n'est pas et qui est représenté par Platon de manière extrêmement originale et en tout cas pour ma part, je n'ai jamais vu dans aucun autre type de description. C'est vraiment une description propre à Platon. Et qu'est-ce qu'il veut montrer par là? Et c'est cela qui va aussi m'intéresser, c'est le lien en fait qu'il va faire sous forme de concordance et parfois de dissonance entre la nécessité et la liberté, entre le cosmos qui semble tourner en fait sur lui-même comme ça de manière nécessaire et éternelle, et en même temps justice, la justice du cosmos. Alors le peson, pourquoi je dis cela? Parce que le peson, en fait, si vous, peut-être certains savent ce que c'est, mais moi au départ je ne savais pas trop. Un peson, c'est pas simplement un instrument de mesure. Un peson, c'est une balance, et donc il sert à mesurer des forces. Donc la manière dont Platon ici décrit le cosmos, il le décrit comme une harmonie des forces, représentée également par les sirènes. Alors les sirènes, bon, tout ceci sont des références évidemment à Homère. Mais qu'est-ce qu'une sirène? Chez Homère, elles sont comprises comme le symbole de cette harmonie céleste. Et dans le mythe d'Air, Platon leur fait présider à la rotation des sphères. Et leur talent, c'est pas simplement d'être capable de chanter, de donner une harmonie par leur chant, mais également par leur chant. Bon, ça, je vous rappelle l'Odyssée, hein. On a tendance à se dire, mais les sirènes, elles sont méchantes en fait, parce que par leur chant, elles entraînent les marins, ceux qui les entendent, et les entraînent vers le fond, comme des sortes de vampires des mers. Mais chez Platon, c'est beaucoup plus ambigu, parce qu'en fait, elles n'entraînent pas simplement le voyageur imprudent vers le fond. En fait, ce qu'elles sont, ce sont des passeurs d'âme, des sortes de psychopompes. Et c'est pour cela, c'est cette fonction-là que Platon retient. Par leur chant, en fait, elles sont capables de préserver l'harmonie du cosmos, parce qu'en même temps, elles ont pour fonction de guider les âmes errant depuis leur mort, et elles les guident en leur procurant l'oubli des choses mortelles. Et ce n'est pas pour rien, comme le montre cette représentation, que dans le mythe d'Air, le cosmos est représenté certes par ces mouvements des sphères, mais en même temps par des personnes douées d'existence, des sortes de demi-divinités, en tout cas des non-humains, que sont les sirènes d'une part, qui elles sont bien sûr les sphères, mais également la nécessité que vous pouvez voir ici représentée tout en haut, et ses filles, les moires. Et c'est cela que Platon va décrire par la suite. Donc je continue. Le fuseau lui-même tourne sur les genoux de la nécessité. Donc vous le voyez là. Bon, la gravure de 1857 prend un peu des libertés par rapport au texte. Elle tourne sur les genoux de la nécessité, et les moires, vêtues de blanc et la tête couronnée de bandelettes, Lachésis, Clotho et Atropos, chantent accompagnant l'harmonie des sirènes. Lachésis, le passé, Clotho, le présent, et Atropos, l'avenir. Et Clotho touche de temps en temps de sa main droite le cercle extérieur du fuseau pour le faire tourner, tandis qu'Atropos, de sa main gauche, touche pareillement les cercles intérieurs, et au milieu, Lachésis, elle touche tour à tour le premier et les autres de l'une et l'autre main. Donc la nécessité, donc Ananké, encore une fois, que vous voyez ici, elle ne se dédouble pas, elle prend un aspect triple à travers ses filles, ses descendantes, et elle prend trois formes. Alors, on pourrait penser que passé, présent, futur,
mais ce n'est pas la temporalité des Grecs. La temporalité grecque est une temporalité circulaire. C'est plutôt 3 mouvements qui ne cessent de s'imbriquer les uns dans les autres. Alors, tout d'abord, une représentation de Clotho. Alors, je me suis permis de vous montrer une représentation de Clotho qui a été sculptée par Camille Claudel et que l'on peut retrouver au musée Rodin. Je vais peut-être faire un petit zoom avant. Donc, Clotho, elle, a pour fonction de tisser le fil de la vie. Donc, Clotho file. Et en filant, elle est en fait une sorte, c'est la représentation de l'action en train de se faire, en train de se filer. L'Achésis, bon là je vous ai montré une représentation sur le poutéal de la Moncloa, donc sur la tête de puits en marbre que l'on peut retrouver au Musée archéologique national de Madrid. Donc l'Achésis chante le passé. Et au sens littéral du terme, l'Achésis veut dire le sort ou la destinée. Et en ce sens, en chantant le passé, elle est également réparatrice en déroulant le fil. Donc Clotho tisse le fil, l'Achésis le déroule, et enfin Atropos. Donc, je vous ai donné aussi ici une représentation sur le même poutéal de la Moncloa. Atropos, elle coupe, au sens littéral du terme, et elle coupe le fil de la vie. Alors on pourrait se dire, mais alors c'est la représentation de la mort, elle est aussi la représentation d'une forme de libération. Pas simplement couper le fil, mais également une manière de libérer le futur, en le coupant du passé. Donc à chaque fois, les rôles de chacune peuvent être ambivalents, mais avec pour Anthropos un caractère parfaitement inflexible. Et cette nécessité-là, Ananke, elle est douée de parole. Et c'est cela aussi que, bon, pour introduire un peu assez rapidement maintenant aux exposés de Daniel Lévy et d'Anne de la Fosse-Bazin, la nécessité n'est ni aveugle ni muette chez Platon. Elle parle. Et lorsque toutes les âmes arrivent donc devant la nécessité et ses filles, elles doivent d'abord se présenter à l'Achésis, rappelez-vous, hein, la réparatrice du passé, et un hiérophante les range toutes en ordre, puis il prend sur les genoux de l'Achésis, encore une fois la moire du passé, il va prendre des sorts qui reposent sur ses genoux, des sorts ou des modèles de vie, et là, il va donner à choisir aux âmes parmi ces sorts et ces modèles de vie. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que moire en grec, moira, cela veut dire également, enfin le sens premier, c'est la part ou la portion. Donc vous voyez, c'est la part ou la portion de ce qui est dû ou de ce qui est à faire. Donc tout est un système de balance, de poids, de pesée, et c'est parmi ces pesées-là que l'on peut trouver une forme de justice générale. Donc voilà ce que dit le hiérophante. Le hiérophante, c'est-à-dire le porte-parole de la déesse. Déclaration de la Vierge Lachésis, fille de la nécessité, âme éphémère. Vous allez commencer une nouvelle carrière et renaître à la condition mortelle. Ce n'est pas un daimon qui vous tirera au sort. Daimon, ça ne veut pas simplement dire démon hein, chez les Grecs. Le daimon, c'est une sorte de divinité inférieure. Par exemple, dans le banquet de Platon, Diotime qualifie Eros l'amour de daimon. Donc vous voyez, c'est une sorte de dieu hybride et qui peut être là un peu comme une sorte d'ange gardien pour une âme qu'il va suivre. Donc il dit, ce n'est pas un daimon qui vous tirera au sort, c'est vous-même qui choisirez votre génie. Et que le premier désigné par le sort choisisse le premier la vie à laquelle il sera lié par la nécessité. La vertu n'a point de maître. Chacun de vous, selon qu'il l'honore ou la dédaigne, en aura plus ou moins. La responsabilité appartient à celui qui choisit.
le Dieu n'est pas responsable. Et à ces mots, il jette les sorts et chacun peut les ramasser, sauf R, qui est là uniquement comme un témoin. Alors là, en fait, tout le monde va, c'est assez intéressant parce que toutes les âmes vont se précipiter sur les premiers sorts, en général ceux qui paraissent les plus agréables, bon, c'est-à-dire la vie d'un roi, la vie de Six Sex and Son, vous voyez, ce genre de vie, quoi. Je veux dire, ça donne plutôt envie. Et alors, il y a une réflexion qui est assez drôle, parce qu'il y a des passages assez drôles dans ce mythe. Donc, en fait, les âmes vont choisir la vie auquel elles seront liées par nécessité, mais par la nécessité qu'elles auront elles-mêmes choisie. Donc, vous voyez comment c'est un raisonnement un peu circulaire, en fait. Et donc, chacune peut tirer un sort. Elles vont choisir parmi ces modèles de vie, mais tout est arrangé pour qu'il y ait plus de modèles de vie que d'âmes. Comme ça, personne ne peut se sentir frustré. Et même le tout dernier qui choisira, il aura encore un choix. Alors, d'un côté, on peut dire, bah, c'est bien, ça laisse la liberté, mais en même temps, du coup, ça donne une responsabilité totale à celui qui choisit, et le Dieu n'est plus responsable du mal qui peut lui arriver. Alors, je vais juste vous donner deux exemples, et puis après, je vais conclure. Premier exemple, donc le spectacle des âmes, continue Platon, choisissant leurs conditions, valait la peine d'être vu, car il était pitoyable, ridicule et étrange. En effet, c'était d'après les habitudes de la vie précédente que la plupart du temps, elles faisaient leur choix. Répétition de la répétition. Il avait vu, disait-il, l'âme qui fut un jour celle d'Orphée, vous vous rappelez Orphée Eurydice, Orphée le chanteur, qui va choisir la vie d'un cygne parce que, en haine du sexe qui lui avait donné la mort, il ne voulait pas naître d'une femme. R a vu également l'âme de Tamiras. Alors Tamiras était un autre chanteur. Il excellait dans l'art du chant de la lyre. C'est Homère qui en parle dans l'Iliade. Donc livre 2, verset 500. Non, on dit pas verset, chant 591 à 600. Et donc Tamiras était un musicien thrace mythique comme Orphée. Et il a été puni par les muses qui vont l'aveugler et lui faire oublier son art. Là aussi, l'oubli. Et Tamiras, lui, va choisir la vie d'un rossignol. Un cygne, lui, va échanger sa condition contre celle d'un homme et d'autres animaux chanteurs faire de même. Donc, il n'y a pas que les hommes qui choisissent leurs âmes, les animaux également. Donc, c'est une sorte de gros échange de bourse aux vies, quoi, si vous voulez, une bourse au modèle de vie où chacun échange les vies comme on peut échanger des cartes de jeu quand on est dans une cour d'école. Et le dernier à choisir son sort est le rusé Ulysse, je cite. Enfin, l'âme d'Ulysse, à qui le sort avait fixé le dernier rang, s'avança pour choisir. Dépouillée de son ambition par le souvenir de ses fatigues passées, elle tourna longtemps à la recherche de la condition tranquille d'un homme privé. Avec peine, elle en trouva une qui gisait dans un coin, dédaignée par les autres, et quand elle l'aperçut, elle dit qu'elle n'eût point agi autrement si le sort l'avait appelée la première, et, joyeuse, elle l'a choisie. Donc, Ulysse est le dernier à choisir, et au fond, c'est lui qui a choisi la plus belle des vies, c'est-à-dire la vie simple, c'est pas simplement parce qu'il choisit une vie simple, c'est parce qu'il choisit une vie qui n'est pas identique ou qui n'est pas dans la répétition de ses vies précédentes. Et c'est peut-être là aussi une des finalités de la réincarnation des âmes chez Platon, aussi le fait de rompre avec le cycle des répétitions infernales qui font qu'on reproduit toujours les mêmes erreurs. Et c'est précisément cela qui est si beau dans le choix d'Ulysse, qui est celui de changer complètement, non pas de vie, mais de modalité de rapport à son propre modèle de vie. Et pour cela, lorsque les âmes ont choisi leur vie, il y a un passage obligé. Ce passage obligé est celui… Ah oui, là, je vous ai montré une représentation d'une sirène du IVe siècle avant notre ère. Et en tout cas, le passage obligé, je vais terminer sur ce point, le passage obligé est celui des eaux du Léthé, que l'on traduit en général par les eaux du fleuve de l'oubli.
Là, je vous montre une représentation des eaux du Léthé sur la plaine de l'Élysée par un peintre anglais du 19e siècle, John Redham Spencer Stanhope, et c'est un tableau de 1880. Et donc, chaque âme choisit sa vie, elle s'avance ensuite vers l'Achésis, et à chacune, l'Achésis va donner un génie en fonction du choix de son âme, pour lui servir de gardien pendant toute l'existence et accomplir sa destinée. Et donc, voilà ce que dit Platon. Le génie conduisit l'âme d'abord à Clotho, donc le présent, et la faisant passer sous la main de cette dernière et sous le tourbillon du fuseau en mouvement, il ratifiait le destin qu'elle avait élu. Après avoir touché le fuseau, il l'amenait ensuite vers la trame d'Atropos pour rendre irrévocable ce qui avait été filé par Clotho. Alors, sans se retourner, l'âme passait sous le trône de la nécessité, et quand toutes elles furent de l'autre côté, elles se rendirent dans la plaine du Léthé par une chaleur terrible qui brûlait et suffoquait, car cette plaine était dénuée d'arbres et de tout ce qui pousse sur la terre. Le soir venu, elles campèrent au bord du fleuve Amélès, dont aucun vase ne peut contenir l'eau. Chaque âme est obligée de boire une certaine quantité de cette eau, qui va leur provoquer l'oubli, mais celle qui ne retient point la prudence en boive plus qu'il ne faudrait, et en buvant, on perd le souvenir de tout. Donc le mythe semble exprimer la même nostalgie que celle du Phèdre de Platon, c'est-à-dire que l'oubli semble destructeur, et pour parvenir à la vérité, à l'aletheia, il faut précisément vaincre le léthé, aletheia, enfin, qui est l'absence du léthé, justement l'absence de l'oubli, et reconstituer le savoir par la réminiscence. Mais pourtant, et je vais terminer sur ce point, le rôle que Platon donne au léthé n'est pas simplement celui d'un obstacle à dépasser ou à franchir, mais comme plutôt un passage incontournable avant le retour à la vie. Avant de retourner à la vie, il est nécessaire de passer par un passage qui lave des anciens souvenirs. Alors évidemment, cela peut provoquer la répétition, mais en même temps, dans cette répétition est contenue aussi une libération par le fait de se purifier des souvenirs envahissants. Donc, c'est dans cette ambivalence encore que l'on peut comprendre le léthé. Et tout ceci repose sur la religion orphique, encore une fois ancienne, dont Platon se sert très largement dans ce mythe, montrant que le léthé a une fonction cathartique, comme le suggère la présence de 2 des 4 éléments, le feu et l'eau. Le premier, qui fait régner, je cite, une chaleur étouffante et terrible, se préparerait l'âme à une sorte de purification, comme le feu du bûcher funéraire prépare le voyage de l'âme en consumant le corps en écho, dans la religion orphique. Et l'eau en fait du fleuve Amélès, qui permet en fait une régénération par l'eau après être passé par le feu. Ainsi donc, le léthé apaiserait l'âme, il effacerait le désir de révolte envers son sort et le souvenir du jugement infernal, permettant ainsi à la vie et à l'espoir peut-être de renaître au cœur d'une nouvelle liberté. Mais on peut également se poser une question, et je vous livrerai cette question avant de donner la parole à Daniel Lévy. Le léthé est-il alors source de libération ou, au contraire, le symbole d'une anesthésie de l'âme rendue docile à son destin, qu'il soit individuel ou collectif, issu d'injonctions religieuses ou politiques intériorisées et devenu des normes de vie? Je vous remercie. Et je vais donner la parole tout de suite à Daniel. Alors, c'est mon tour. C'est ton tour. Je vais simplement essayer de rendre compte d'une réunion qui a eu lieu entre une équipe de soignants d'un service d'urgence occupé au Covid, bien sûr, et un psychanalyste. Auparavant, il faut tout de même que je dise peut-être un mot sur pourquoi Lacan. Parce que Lacan, je ne me vois plus. Bon, je ne vois plus que le rachis de Rachis.
refaisant les chemins qu'a fait Freud pour construire la psychanalyse, en refaisant les mêmes chemins, Lacan a mis en valeur une dimension qui était moins mise en valeur par Freud, qui est que finalement, on peut dire d'un point de vue philosophique que l'être humain est un être de représentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il n'a pas de représentation ou reconnaître le monde et lui-même, il est perdu. Il se sent perdu et il se met, non seulement il se sent perdu, mais il est perdu et il se met à faire ce qu'on appelle aujourd'hui n'importe quoi, c'est-à-dire des choses sans queue ni tête et de préférence dangereuses. Voilà, je passe sur le reste de ce que j'avais à vous dire pour essayer de gagner du temps. Et il s'agit donc d'un texte que j'ai trouvé, un compte-rendu de réunion, que j'ai trouvé sur le site qui s'appelle Lacan quotidien, que vous pouvez joindre facilement en tapant simplement Lacan quotidien et le numéro 885. On m'entend? Oui, on t'entend, Daniel. Numéro 885, donc vous faites taper ça. Et puis je crois que Géraldine va vous diffuser le texte juste après la réunion. Alors donc, voilà, je vous lis le début du compte-rendu. Le monsieur qui a fait ça s'appelle Philippe Mess. Ça se passe dans l'Est de la France. Et voilà, une unité d'urgence dirigée par un médecin urgentiste qui connaît un peu la psychanalyse m'a invité pour une rencontre dans le respect le plus strict des règles de sécurité sanitaire, évidemment. L'équipe était avertie de mon orientation analytique. On ne leur a pas dit que c'était un spécialiste, on leur a dit que c'était un psychanalyste qui allait venir. Et le chef de service a pris soin d'attendre le temps nécessaire pour que sa proposition de faire intervenir quelqu'un d'extérieur au service aboutisse à une demande. Donc, ce n'est pas faire intervenir un connaisseur, c'est comment dire, ça dissout un petit peu, ça défait un petit peu le lien communautaire du groupe, puisqu'ils acceptent quelqu'un d'extérieur. Voilà, donc une réunion a donc lieu dans les locaux de l'hôpital. Une grande partie de l'équipe est présente, ceux qui se sont intéressés. 2 médecins, 5 infirmières et 2 infirmiers. Nous nous réunissons dans une grande salle de réunion en sous-sol. La lumière est un peu tamisée. L'espace entre chacun des participants est d'au moins 3 mètres. Il est 20h30. Tout le monde vient de faire une longue journée de travail. Alors, comment se passe la réunion? Bon, ça commence évidemment par un tour de table où chacun se présente. Puis, l'un des médecins prend la parole le premier, comme il se doit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à quel point il est démuni devant son incapacité à faire un diagnostic sûr de la maladie. Et il donne des exemples. Les signes cliniques sont variables d'une personne à l'autre et ne permettent pas d'orienter une direction thérapeutique. Un malade est arrivé il y a quelques jours aux urgences. Nous l'avons testé positif au Covid-19. Il n'avait pas vraiment de symptômes. On a donc décidé de le renvoyer chez lui, non sans surveillance, sans nous inquiéter. Et 2 jours plus tard, ils apprennent que le malade en question est en service en réanimation. Et c'est toujours comme ça, c'est presque toujours comme ça. Plus le nombre de cas s'accroît, plus ce qu'ils pensaient pouvoir faire s'avère sans effet. L'effet psychique sont sans effet sur le malade. L'effet psychique est une certaine culpabilité et un fort sentiment d'impuissance. Nous sommes devant quelque chose de complètement nouveau, disent-ils. Et l'autre médecin embraye. Est-ce que je parle assez lentement pour qu'on puisse suivre? Tout à fait, Daniel. Oui, oui, absolument. Un autre médecin embraye, c'est le chef de service, qui rappelle qu'avant ce truc-là, ils avaient un savoir médical établi, des protocoles, un savoir-faire, des méthodes de diagnostic. En fonction des signes cliniques, on pouvait mesurer la gravité de la pathologie, poser un diagnostic, donner un traitement qui allait être efficace. En plus, ils avaient une certaine habitude de repérer ce qui ne va pas. Ils connaissent leur métier, quoi. Mais aujourd'hui,
ils appliquent un traitement qui marche un jour et le lendemain, le même traitement ne fonctionne pas, alors que les signes sont les mêmes. Chaque fois qu'ils essayent de trouver une stratégie nouvelle, ils se trompent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout ce désarroi, avec cet embarras? Ils ont essayé de chercher des corrélations entre les variables. Ils ont fait des esquisses, ils ont fait des diagrammes au tableau noir, en cherchant à repérer dans quel sens ça évoluait. Mais chaque fois, ils étaient surpris parce que les aggravations étaient souvent subites et imprévisibles. Ils précisent que la médecine, en effet, n'est pas une science exacte, mais là, elle est complètement déconsidérée, disqualifiée. On a l'impression de ne pas y arriver et le patient suivant remet tout en question, tout ce qu'on a fait. Maintenant, après les médecins, c'est le tour des infirmières de parler. Elles vont rendre compte de leur expérience en mettant l'accent sur toute autre chose. Nous sommes dans un service d'urgence, le rythme est en général soutenu, mais nous savons que le travail avance. Nous savons quand les patients sont hors de danger et qu'ils vont être pris en charge par le bon service. Cette fois, il y a l'affluence de patients, mais rien n'évolue, sauf soudain. Elles ne sont plus dans le système d'urgence qu'elles connaissent, puisqu'elles sont expérimentées dans un service d'urgence. Tout paraît calme en apparence, on retombe, la vigilance retombe, et tout d'un coup, ça s'aggrave brusquement. Ça demande beaucoup de concentration, et l'instabilité et l'inattendu nous fatiguent beaucoup. Donc, elle insiste sur la fatigue, les effets psychiques sur les soignants de ce genre de trucs d'inconnus. Il y a plusieurs infirmières interviennent dans le même sens. Et petit à petit, l'analyste peut rapporter ça à une différence importée par Lacan, justement, entre l'impuissance et l'impossible. Et il essaye de leur dire, l'impossible, c'est que ce n'est pas la peine d'essayer. Et surtout, si on essaye comme on sait faire déjà, ça ne peut pas marcher. Donc, ils sont devant un impossible. À partir de là, la situation change un petit peu. À partir de ce pas grand-chose, vous êtes désespérant, vous êtes devant un impossible, vous imaginez que vous devriez pouvoir y faire quelque chose, eh bien, ce n'est pas la peine. Donc, ils changent quand même un peu leur fusil d'épaule. Mais c'est radical. Un des médecins dit, on devrait peut-être oublier le savoir médical et se concentrer sur des signes discrets, presque invisibles, revenir à des méthodes empiriques, faire confiance à son intuition et à son ressenti. Ça, c'est vraiment pas médical, commente-t-il, c'est presque le contraire de notre éthique scientifique. Mais il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle, ce qui fonctionne un jour ne fonctionne plus. Voilà. Nous faisons fausse route à tous les coups. L'analyste leur confirme que l'impossible, ça existe. Le réel peut apparaître sans régularité, sans loi, sans rien de repérable. Et il leur pose une question. Une première question, il va leur en poser 3. À quoi vous raccrochez-vous quand le savoir médical n'est plus en cours, quand il n'y a plus non plus la science, puisqu'effectivement, avec ce virus et ses effets, on n'est jamais sûr de rien, même les tests ne sont pas certains. Ils ont tous l'expérience de tests négatifs qui ont engendré une maladie grave, si ce n'est mortelle, et de tests positifs qui n'ont pas donné d'effet. Donc, il leur demande à quoi ils se raccrochent, puisque en reconnaissant ainsi le fait qu'ils tiennent, ils sont quand même là. Il n'y a pas comment ça s'appelle, quand les gens se font porter malades. Il n'y a pas de rotation, il n'y a pas d'absence. Les gens qui ont décidé de venir, ils viennent. Donc, ils tiennent le coup. Non seulement quand il n'y a plus de discours de science qui tiennent, mais le temps n'est plus le même, la fatigue gagne. Et c'est une infirmière qui répond la première.
Et elle va faire une réponse surprenante et en apparence un détail inintéressant. Et pourtant, c'est sur ce détail que le reste va pouvoir s'édifier. Elle répond, à quoi vous raccrochez-vous? À nos masques, à nos gants, à nos blouses de protection quand nous en avons. C'est la seule protection qui reste, une barrière entre les corps, qui permet de ne pas se confondre, de ne pas confondre entre les soignants et les patients soignés. Parce qu'effectivement, tout le monde est en passe, en danger d'attraper le Covid-19 avec ses effets imprévisibles, mais possiblement mortels. Cette introduction d'une limite apparemment formelle va avoir beaucoup d'effets. Elle continue. Nous avons peur d'être contaminés, nous avons peur de ne pas faire les bons gestes et en rentrant chez nous, de contaminer nos fatigues, nos familles. J'apprécie ce lapsus. S'habiller, changer sans cesse de tenue, porter des masques, des gants, se laver les mains tout le temps, c'est épuisant à la longue. Un autre participant reprend le même thème de la limite, c'est pour ça que j'y insistais. Il n'y a pas de limite non plus avec l'extérieur. Avant, quand je passais la barrière de l'hôpital, j'étais chez moi, j'étais dehors, je laissais mes soucis. Aujourd'hui, quand je rentre chez moi, on n'entend parler que du Covid. Je vais à la boulangerie, tout me rappelle la même chose. Et puis, en plus, la famille, les amis lui posent des questions, puisque lui, il est à l'hôpital, il est sur place. Et répondre qu'il ne sait pas, c'est difficile quand on est médecin. C'est difficile de se sentir dans le doute et c'est aussi mal vécu par les gens. Ils sont furieux qu'on ne leur réponde pas, ils pensent qu'on leur cache quelque chose ou qu'ils sont bons à rien, ils sont nuls. Voilà. Voilà. Donc, ils ont mis le doigt aussi sur d'autres difficultés qu'ils n'éprouvaient pas à l'hôpital, mais sur cette espèce de présence générale d'un truc invisible et dangereux. Un autre ajoute un autre phénomène concernant les signes cliniques. Donc, ils ont commencé à prendre en compte les effets psychiques sur les patients. Nous savons, lors des entretiens, que les gens mentent, minimisent leurs symptômes ou les exagèrent, ils ne veulent rien savoir, ils refusent à avoir les symptômes qui sont décrits dans les médias. Ou alors c'est le contraire, ils les ont et ils s'attendent au pire, mais le pire ne vient pas forcément. Et puis, ce qui les trouble aussi, c'est les avis divergents des spécialistes. Vous voyez bien de quoi ils parlent, l'opposition entre les scientifiques et le docteur Raoult et quelques autres qui disent ben, on a un truc qui a l'air de marcher, pourquoi on ne l'essayerait pas? Comme ça s'embrouille un peu, ça se mélange un peu, les difficultés paraissent de plus en plus insurmontables, l'analyste intervient en faisant diversion, en reposant une question. Comment faites-vous face à la difficulté de faire un diagnostic sûr? Un des médecins répond, eh bien parfois nous raisonnons à l'envers. Nous cherchons un détail quand tout semble aller bien. Nous traquons des signes quand il n'y en a pas. Nous interrogeons sur tout, ça fait que tous les cas deviennent atypiques et, je préciserai, du coup, leur sens clinique se réveille. Leur sens clinique était dressé à percevoir certains signes, certains symptômes, comme typiques, disant quelque chose, mais là, ils sont obligés de regarder, de faire attention à tout ce qui se passe. Et il donne un exemple. Une femme arrive avec une entorse à la cheville. Nous décidons de la tester quand même. Elle est positive et doit être hospitalisée. Elle ne comprendra pas ce qui lui arrive pendant longtemps et il lui faudra du temps pour se mettre à y croire. Voilà, une autre infirmière intervient en faisant observer que les tenues, le port du masque, les signes, comment ça s'appelle, les signes barrières, ne facilitent pas la relation avec les patients. Les enfants ont peur. Et les vieilles personnes, elle raconte l'histoire d'une vieille dame
qui se désespérait parce elle était en EHPAD, donc elle allait mourir sans voir ses enfants. Comment pouvais-je la rassurer à travers mon masque sans qu'elle voie mon visage, dit l'infirmière. Ce n'est pas possible. Un infirmier pose la question que tout le monde a remarqué, enfin tout le monde au moins dans les soignants et un peu au-delà. Comment se fait-il que nous ne voyons plus d'infarctus? Il y a une baisse générale de toutes les pathologies. Les gens ont peur de venir à l'hôpital, les patients arrêtent leur traitement, ça va faire des catastrophes. Le médecin organisateur intervient pour parler d'autre chose et pour dire le déconfinement, ça va être encore une étape. Nous nous attendons au pire. Bon, il parle du tri des patients, qui est partie extrêmement pénible parce que dans les hôpitaux, on s'est mis à parler de secteur propre et de secteur sale. Le secteur sale, vous avez deviné lequel c'est, bien sûr. Et les patients ne veulent pas aller dans le secteur sale. Ça, c'est la langue qui fait ces distinctions. Chaque fois que nous pensons quelque chose, la semaine suivante, ça ne tient plus. Voilà, une autre infirmière s'étonne quand elle donne les résultats des tests, pourquoi les gens sont si contents alors qu'ils ne sont pas sûrs, et ils savent qu'ils ne sont pas sûrs. Bon, voilà. Je saute quelque chose. Et l'analyste repose une question. Quand plus rien ne va ensemble, quand il n'y a plus la confiance des patients, la confiance dans le savoir, la possibilité de parler, les limites, quand il n'y a plus de limites, il reprend ce thème des limites, qu'est-ce qui vous fait tenir encore? Le médecin responsable répond, il nous reste l'humain. Nous sommes très soudés. Nous avons une relation très forte entre nous, une grande solidarité. Nous sommes unis face à cette situation. Et un infirmier fait observer que quand même, je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps parce qu'ils craignent l'épuisement. Il rappelle qu'on n'a aucune idée du temps que ça va durer, qu'on ne peut même pas dire que dans 3 mois, ce sera fini, qu'on pourra faire la fête. On peut être sûr de rien, quoi. Même le futur ne peut rien apporter. Et puis, le médecin qui a parlé en premier conclut en disant « c'est épouvantable. Cette situation d'impossible », ils ont repris le terme, ils ont accepté l'idée. Ce qu'il y a de bien, c'est que d'en parler devant une personne extérieure au service, ça nous en fait prendre conscience un peu plus. Et un autre médecin répond « oui, que c'est épouvantable. Effectivement, c'est de l'ordre de l'impossible. » Mais maintenant que nous le savons, c'est mieux. Il s'agit maintenant de trouver comment faire avec l'impossible. L'analyste intervient encore une fois, ça fait 4 fois, en disant « il me semble que ce qui vous tient, c'est que le désir de soigner les patients vous pousse à trouver des solutions. Avec vos schémas au tableau, vos recherches de corrélation, vous avancez, vous innovez. » Et là, on peut dire que on commence à sortir du précipice, du ravin. Un médecin dit, au fond, c'est une page de l'histoire de la médecine qui est en train de s'écrire. Plus tard, nous pourrons reprendre, relire ce que nous avons dit, mesurer là où nous en étions. Nous sommes dans un moment historique. Il y aura un avant et un après le Covid. La médecine est confrontée à un inédit et va devoir trouver des solutions. Retrouver des lois dans le réel sans loi. Et il ajoute que ce n'est pas du tout comme la médecine d'urgence, en fait, comme a dit l'infirmière, et que de trier les malades, en effet, ça fait de l'anxiété. Mais voilà comment il commence à sortir du ravin. Nous allons forger de nouveaux outils. C'est comme de pitonner une voie en alpinisme. D'abord un piton, puis un deuxième, et c'est comme ça qu'on avance. Comme cette rencontre qui est une première. Les soignants, l'équipe de soignantes va demander un autre rendez-vous avec le psychanalyste et en sortant, chacun me remercie chaleureusement, je cite, de l'avoir écouté. Je les remercie de cette façon de témoigner, digne et dénuée de pathos, profondément humaine.
Et l'analyste lui-même est très ému. Et voilà, ça se termine comme ça. Je vous laisse, je fais grâce du reste. Et il me semble que c'est un assez bon exemple de ce dont Anne va maintenant vous parler. Ça y est. Oui. Anne, nous t'entendons et Ça va. tu peux parler. D'accord. Alors, je reprends, je ne sais pas comment je vais reprendre par rapport à Géraldine et Daniel, mais mon idée, c'était d'essayer de penser quelque chose autour de la transformation, c'est-à-dire de ce qui se passe en ce moment, cette pandémie. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui peut vraiment être une période qui change le mouvement, la tendance, enfin, qui soit vraiment une transformation profonde. Alors, j'avoue que c'est une période instable et que la pensée l'est aussi, et que j'avais à l'esprit, alors je vais m'appuyer sur des théories, sur une pensée d'un mathématicien, René Thom, et d'un psychanalyste, Wilfred Bion. Et René Thom fait référence, je ne sais plus le nom du physicien, mais de cette façon, quand on est comme ça un peu dans le désarroi de la pensée, de prendre une feuille blanche, enfin imaginairement en tout cas, et une feuille de papier et de la rouler en boule, de la chiffonner, et qu'à l'intérieur de la boule, il va y avoir des points de contact qui vont se faire. Voilà. C'est une façon. Alors, aucun chiffonnage ne sera identique à un autre. Et voilà, et ce soir, j'ai saisi quelques points de contact qui m'étaient apparus à partir de ces deux modèles-là, de Bion et de René Thom. Alors, un point de contact très important que j'énonce comme ça immédiatement, c'est le lien indéfectible de l'individu avec le groupe. C'est-à-dire qu'un individu n'existe jamais seul, que le groupe préexiste un individu. Alors ça, je dis ça parce que les points de contact, il y en a, je vais essayer de tisser quelque chose autour de l'être biologique, parce qu'on est concerné dans notre biologie par ce virus, l'être social, parce que il y a vraiment quelque chose qui est convoqué, et le sujet parlant, qui intéresse tout particulièrement la psychanalyse. Mais les trois sont importants et on ne peut pas les délier, et même il faut sûrement les relier, d'autant plus que quelque chose en ce moment pourrait nous faire aller soit du côté du biologique, soit du côté d'une pensée qui se perde dans des choses comme ça qui fassent oublier qu'on a un corps. Donc, ce lien entre social et l'individu, c'est vraiment un lien qui est visible. Enfin, je trouve que cette pandémie rend d'autant plus visible peut-être cette nécessité de ce lien. Enfin, en tout cas, ça rend visible des choses qui s'y passent, et je vais essayer d'écrire un petit peu. Et entre autres, il y a dans cette notion de semblable, au fond, du fait que l'on est tous en train de vivre quelque chose de collectif, enfin, même si on le vit évidemment sur le plan individuel, mais ça on s'en doute, avec notre conscient, inconscient, notre histoire infantile, enfin ça, mais qu'il y a quand même quelque chose qui nous relie, qui est l'angoisse, qui est le propre de l'humain, et qui a une dimension psychique. La peur, le stress, on peut en parler, on les vit aussi, mais l'humain, par rapport à l'animal, a cette qualité psychique de l'angoisse, même si c'est douloureux, mais ça nous singularise, disons. Alors, ce lien entre l'individu et le social, ça m'a fait repenser un texte de Bion
C'était pas à ça que je pensais aussitôt par rapport à Bion, et je parlerai d'autres choses après, mais tout de même un texte très important et d'actualité, qui est un texte qu'il a écrit en 1940. Il était anglais, Bion, il vivait à Londres à ce moment-là, c'était le Blitz. Londres et plusieurs villes stratégiques ont été bombardées pendant 6 mois, fin de septembre à mai, plus même, il y a eu 43 000 morts chez les civils. Et ce texte qui s'appelle La guerre des nerfs, qu'il a écrit alors qu'il était psychiatre, en train de se former à être analyste, et il avait, lui, combattu à 17 ans dans la Première Guerre en tant qu'officier tankiste, puis suivi les soldats qui étaient revenus et avec des traumas, des troubles psychiques, et qui connaissaient la Deuxième Guerre, enfin pour certains en tout cas. Bion s'est beaucoup questionné sur ce que ces situations catastrophiques peuvent générer comme troubles psychiques, mais aussi avec l'idée, qui est une pensée quand même très très anglaise, enfin de se rendre compte que dans ces temps-là, c'est très important de faire en sorte que les gens, les individus, gardent une santé psychique. Alors là, c'est même, on pourrait dire, par rapport au fait de gagner la guerre, et Lacan a dit que les Anglais avaient gagné la bataille de l'Angleterre grâce aux psychiatres anglais. Enfin, voilà, cette notion de santé psychique à préserver. Et ce qu'il a dit, c'est que pour préserver la santé psychique des civils, il fallait, c'était une approche vraiment prophylactique, enfin c'était vraiment que chaque individu se sente relié au groupe social. C'est-à-dire qu'il ne soit pas isolé, et que l'isolement pouvait faire perdre le sens social totalement, et que c'est là où la personne pouvait se mettre à aller mal. Et donc au contraire, les civils avaient besoin d'être actifs, d'être responsabilisés, reliés à une communauté, faire un sens commun, ou un bien commun même à défendre, une mutualité, c'est-à-dire vraiment faire ensemble au même moment, par rapport à la réciprocité, il y a vraiment cette dimension de mutualité. Voilà, ça c'est une première chose de la clinique toute simple si je puis dire, mais enfin une observation très importante aussi avec ce qu'il appelait, enfin, il avait déjà, à ce moment-là il parlait déjà des médias et de l'impact de terreur qu'il pouvait avoir, enfin, de créer des peurs, et en comprenant que les civils se mettaient à rechercher non pas la sécurité, mais la sécurité infantile. C'est-à-dire que ça réveillait des peurs imaginaires de l'enfance, ça agitait des épouvantails terrifiants, disait-il, de l'enfance. Et c'est vrai que ce Covid, enfin, invisible, comme disait Daniel, on pourrait tout à fait penser que ça nous a ramené à des choses un peu comme ça, cachées sous le lit ou derrière les rideaux de la chambre. Voilà. Alors, bon, ça c'était un aspect, je trouve que ce texte de 40 est vraiment, vraiment d'actualité par rapport à ce lien de l'individu au groupe social, parce que le confinement aussi a isolé les gens, voilà, il fallait veiller à les relier. Alors, rapidement, les 3 ou 4 mêmes discours par rapport à la situation actuelle. Le premier qui a été immédiatement audible, enfin plutôt visible, parce que c'est un langage du corps et de perception interne plus qu'un discours articulé, c'était la sidération de la catastrophe, faussement nommée crise du Covid-19. Je vais revenir à cette différence entre la crise et la catastrophe. Mais bon, soit les gens exprimaient soit une agitation, des états de panique, ou bien un repli stratégique, enfin de survie, hein, des choses peut-être qui ont à voir avec des choses très anciennes, phylogénétiques, enfin de préservation de soi et de l'espèce, je pense. Il y a sûrement des choses comme ça dans ces moments-là. De l'agitation ou bien des idées fixes, enfin des ruminations, une paralysie de la pensée, un peu ce que Freud a décrit dans ce qu'il nommait la névrose traumatique. Les deux aspects.
de paralysie proche de la mélancolie ou de cette agitation proche de la panique. Le deuxième discours qui est apparu assez rapidement après cet effet de sidération, c'était justement un discours un petit peu mieux articulé et collectif, très dynamique, une solidarité, des créations comme ça spontanées de liens sociaux, d'aller nourrir des soignants, de visiter sa voisine de palier pour l'aider, vraiment comme ce que Bion décrivait. Et il y a eu des cellules d'écoute très très nombreuses qui ont montré que dans ces moments-là, la parole, elle est propre à l'humain. Enfin, c'est vraiment dans la nature humaine de se mettre à parler, même si prendre la parole, c'est un acte difficile, mais voilà, il y avait l'anonymat, mais voilà, il y avait cette parole qui se prenait comme une évidence. Il y a eu aussi des surprises, moi je ne connaissais pas très bien le service de protection civile, enfin tous ces bénévoles. Et puis un troisième discours qui, lui, ne s'est pas trompé d'objet par rapport à la peur ou à la terreur, qui était aussi celle des médias. Bon. C'était un discours qui a pris un sens plus symbolique, avec un signifiant qui est apparu, qui est réapparu en tout cas, qui est devenu un signifiant peut-être, le mot crise. Alors crise à plusieurs niveaux, plus ou moins locaux ou globaux, crise sanitaire et de santé publique, crise de l'économie mondialiste, avec l'idée qu'on entend et qui va sûrement encore se poursuivre, que la pandémie accentue les injustices et les inégalités sociales. Et puis, une crise plus globale, écologique et climatique, et puis une crise des institutions. Donc, voilà, ça c'est un discours. Alors, et puis le quatrième discours, c'est celui du vivant, enfin je ne dirais pas plus, mais simplement une chose qui m'a semblé comme ça être observable. Enfin, je ne trouvais pas que les patients se mettaient à aller plus mal. Enfin, ils étaient contenus par la situation analytique. Peut-être les peurs étaient projetées dans l'événement collectif, où là encore il y a cet effet social, enfin, et que c'était pas du tout les symptômes qu'on peut trouver quand il y a eu des traumas précoces, enfin, des catastrophes psychiques précoces. Voilà, je trouvais même que certaines cures étaient dynamisées, que les gens rêvaient plus, pas forcément sur un mode traumatique, pas forcément de la mort, mais voilà, qu'il y avait quelque chose comme ça qui dynamisait le travail dans cette sorte de correspondance entre le collectif et l'individuel, et quelque chose de contenant dans le fait que ça arrivait à tous et qu'on partageait des choses comme ça entre semblables. Voilà, alors j'en arrive à ces deux modèles pour essayer de penser la catastrophe comme une possibilité de transformation, qui peut être comme ça un peu paradoxal à entendre, mais alors, du côté de la psychanalyse, de ce que Bion a décrit et ce qu'il a appelé le changement catastrophique, c'est un temps particulier dans une analyse où un patient ou une patiente était jusque-là très peu dans les émotions, dans l'expression d'émotions, plus dans des symptômes somatiques, des plaintes, hypochondriaques, enfin. Et puis tout d'un coup se passe ce qu'il appelle une explosion avec ces vagues de pression en expansion brusque. On entend un discours un peu scientifique là, où il y a une réalité émotionnelle qui
émerge et qui va créer ce qu'il appelle une subversion. Parce que ça va créer des symptômes comme ça qui vont se répercuter sur l'entourage familial. Donc il y a une dimension subversive sur laquelle je reviendrai par rapport à l'idée de catastrophe. Je pensais aussi au burn-out j'avais travaillé un peu sur ça et voilà, longtemps d'insensibilité émotionnelle, même non-perception de la fatigue, et puis quelque chose qui apparaît dans un effondrement psychique. Et à ce moment-là, dit Bion, on ne sait pas, dans ce moment de transformation catastrophique, il dit que c'est une traversée dont on ne sait pas si l'état mental que nous observons est en train de tomber en ruine ou d'atteindre la maturité. C'est-à-dire que c'est un moment où ça peut être une croissance. Ça suppose que l'analyste soit particulièrement attentif à ce moment-là, qu'il interprète beaucoup d'ailleurs, et qu'il comprenne beaucoup la situation. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il a décrit et que j'avais mis en lien d'ailleurs avec la théorie du catastrophe de René Thom, et puis je pense qu'au niveau des dates, ça ne colle pas. Donc je pense que c'est pas forcément, il s'en est pas forcément inspiré. Bon. Concernant René Thom, qui était donc mathématicien, mais aussi philosophe et épistémologue, il a beaucoup réfléchi à la façon dont les connaissances naissent et se croisent. Il a donc, entre 1966 et 1968, élaboré sa théorie de la catastrophe. C'est pas le nom qu'il lui a donné d'ailleurs, ça a été attribué par un mathématicien après lui, dans laquelle il dit que les formes existantes, alors il situe au niveau des formes biologiques, géologiques, physiques, tendent à une stabilité naturelle, qu'il appelle des attracteurs de stabilité, comme par exemple un bassin entre des montagnes qui va stabiliser un lac entre ces montagnes, et que cette stabilité peut être soumise à des discontinuités qui sont absolument non prédictibles et qui vont se révéler par leur forme. Une forme va apparaître et qui va naître de cette opposition entre des points réguliers et des points catastrophiques. Alors ça peut être une faille géologique, ça peut être une rivière qui sort de son lit, ça peut être aussi, il parlait des nuages, donc la forme d'un nuage. Enfin, il disait que les météorologues d'ailleurs se sont beaucoup intéressés à sa théorie parce que ça pouvait être des formes qui allaient avoir avec qui peut être très catastrophique. Mais en tout cas, alors il décrit 7 formes. La première, la plus élémentaire, c'est le pli. Ensuite, il y a la courbe, la queue d'aronde, enfin il y en a 7 dans les formes les plus élémentaires. Dali, si vous avez la curiosité, vous pourrez voir, il a fait 2 œuvres en hommage à René Thom. Il y en a une, c'est la queue d'aronde des violoncelles, je ne sais pas si on peut voir. Et la deuxième qui s'appelle L'enlèvement tautologique d'Europe, hommage à René Thom. Pour Thom, cette apparition de forme, c'est toujours une bifurcation, un changement de tendance, une variation totale de tendance. Et le mot catastrophique, en fait, pour lui, ça veut vraiment dire soudain. C'est vraiment la soudaineté qui est catastrophique. Ça peut être la solidification d'un liquide en surfusion, ça peut être l'extinction d'une espèce vivante ou le seuil, la jonction d'un seuil épidémique. En psychanalyse, je me suis dit qu'on a aussi dans le vocabulaire des formes, il a parlé de l'ombilique du rêve, c'est une des formes de la théorie de la catastrophe. L'ombilique, il y a 3 formes, elliptique, etc.
voilà, Freud parlait de l'angélique du rêve comme étant cette partie à laquelle on n'accédera jamais, un noyau ininterprétable. Il a parlé aussi de fragments, de failles, Lacan a parlé des formules mathématiques, de la bande de Möbius, on parle d'objets bizarres. Je crois qu'on s'appuie parfois sur cette référence à des formes pour faire apparaître quelque chose d'un mouvement psychique. Donc c'est quelque chose de très très dynamique. Il fait une distinction un petit peu plus tard, en 1976, entre la crise et la catastrophe, et je trouve que ça concerne vraiment justement ce qui se passe dans cette pandémie, ce qui s'est passé et ce qui est à venir. Une crise, je vais passer très rapidement, une crise, c'est latent, plutôt sournois, on peut ne pas s'en rendre compte, ça peut se résorber, comme des groupuscules qui vont manifester, et puis ça va rentrer dans l'ordre, si on peut dire, sans laisser de traces, où ça va couler, et puis dégénérer en catastrophe. C'est toujours, en tout cas, quantitatif. Et c'est un processus de régulation, quelque chose comme ça qui, comme la crise inflationniste, enfin, ça a à voir avec la quantité. Et c'est surtout, on peut ne pas s'en rendre compte. Enfin, c'est pas comme la catastrophe. En tout cas, la catastrophe, c'est une discontinuité très nette, observable. L'exemple qu'on peut donner, c'est l'eau qui chauffe, il y a des bulles de vapeur qui se forment, ça peut durer comme ça longtemps, enfin, et puis quelque chose se produit, une bulle dépasse un certain diamètre critique, et ça, avec une rapidité foudroyante, c'est la catastrophe, c'est-à-dire c'est l'ébullition. Donc dans la crise, ce qui me semble important, c'est, dans ce qui différencie, c'est que c'est toujours un phénomène subjectif, c'est-à-dire ça appartient à des êtres qui sont pourvus de conscience. On ne peut pas parler, enfin, c'est l'industrie automobile qui est en crise, on ne va pas dire qu'une voiture est en crise, elle est en panne. Ça, c'est l'exemple qu'il donne, je trouve très parlant. Donc c'est bien, il y a des acteurs, il y a des gens qui ont une conscience et qui vont s'en servir ou pas. Tout le problème est là. Mais dans tous les cas, la crise crée un affaiblissement et dans des mécanismes de régulation, et quand la catastrophe arrive, l'affaiblissement est là et peut mener à compromettre l'existence. Donc, ce qui caractérise la crise qui mène à la catastrophe, c'est la démesure. Ça, c'est un terme, Géraldine a parlé de mesure des choses, de pesons, et Daniel aussi parlait de prendre la mesure des choses. Donc, ce qui caractérise la catastrophe, c'est quand ce qui était en crise va au-delà de sa voie normale, et c'est la démesure, et c'est la création de formes aberrantes de l'évolution. Et ça m'a fait penser, en termes d'aberration, à ce qui a pu concerner les médecins réanimateurs quand ils pouvaient avoir à choisir entre deux patients, lequel ils sauveraient. Les plus jeunes, enfin, ce qui semble quand même être un choix, pas un choix entre la vie et la mort, c'est un choix, enfin, c'est une aberration où l'humain est à lui-même son propre prédateur, si on peut dire. Donc ces aberrations, c'est lorsque la société détruit les liens plus qu'elle n'en crée. Le lien
entre crise et catastrophe, ça n'est pas une causalité linéaire. On pourrait être tenté de se dire, alors si on comprend les crises, on pourra prédire, prévenir une catastrophe, mais il n'était pas du tout dans cet état d'esprit-là, il est tentant, mais vraiment, la catastrophe, la crise peut être annonciatrice, mais la catastrophe, elle n'était pas prédictible. Et aujourd'hui, on est dedans, mais ce qu'on va en comprendre n'empêchera pas que d'autres pandémies puissent survenir, enfin, parce que aussi les virus, les bactéries, enfin, ils se défendent aussi pour leur survie, enfin, c'est des systèmes de lutte. Alors, je vais aller vite quand même pour qu'on ait le temps de discuter. Par rapport à la dynamique de la transformation, qu'est-ce qui peut faire qu'une catastrophe reste une catastrophe, c'est-à-dire détruise son système, ou qu'elle produise une croissance, comme disait Bion, pour l'humain, mais on peut aussi en parler pour les systèmes sociaux, que ça crée des nouveaux liens, que ça crée du sens. Alors, rapidement, c'est important par rapport à tout ce qui est communauté instituée, là où il y a un cadre institutionnel, enfin, Tom parlait de la communauté scientifique avec laquelle il a eu un peu de fil à retordre parce que sa théorie des catastrophes ne prouvait rien, ne prédisait rien. Elle essayait d'expliquer des choses, l'information, enfin, genèse des formes, mais il a eu un discours intéressant sur la communauté scientifique, sur ce que Daniel a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire le saut dans la pensée que ça suppose de faire, vraiment un saut. Tom appelait, il disait qu'il y avait des prégnances ou des objets fantasmatiques, c'est-à-dire des choses auxquelles la science s'accroche pour éviter les trous noirs, enfin, ce qui ne tombe sous aucune loi causaliste et prédictive, et que souvent la science a quand même tendance à vouloir expérimenter, c'est-à-dire répéter un événement, le prouver. Or, dans ce que Tom décrit des catastrophes comme étant des singularités pathologiques, justement, ça ne se répète pas. Et au fond, souvent la science veut récupérer l'erreur, disait-il, ou l'accident. Or, lui, en disant, et ça rejoint vraiment ce que tu expliquais, ce que tu démontrais cliniquement, Daniel, c'est l'importance d'apprendre à ne pas savoir. Ça, c'est une formule, mais c'est pas si simple. Mais c'est vraiment de tourner son regard sur la singularité, plus que ce qui se répète. Et bon, tout ça, c'est l'infini des phénomènes naturels, etc. C'est ce qu'il appelait la part maudite de la science, avec des résistances au changement, comme toutes les institutions en ont, parce qu'il s'agit aussi de pouvoir, d'intérêts financiers. Donc là, dans ce qui se passe dans la catastrophe, c'est, et je reprends un peu alors, la question de la justice que tu abordais, Géraldine, les injustices sociales ne suffisent pas à créer du désordre social pour changer les choses. L'ordre social prévaut et ce qu'il faut, Tom le dit comme ça, pour créer un désordre, une instabilité qui va être nécessaire, parce que la stabilité structurelle, c'est aussi quelque chose qui peut être un bloc. C'est la société ne trouve sa conscience, elle ne se met à penser que face à une tâche aussi urgente, où son existence, sa stabilité sont menacées, comme lors d'une guerre. Donc c'est vraiment quand la mort est
en jeu, enfin la vie est en jeu, ou en tout cas l'existence. La catastrophe, elle arrive là comme dans un effet subversif, comme le disait Blanc, pour que ça transforme. Il y a cette notion-là. Le cadre ne contient plus. On a vu quand même que les gens se contenaient entre eux, enfin, ont organisé tout le système de solidarité. C'est quand même au niveau des institutions qu'on aimerait trouver cette sécurité et cette capacité à supporter un petit peu de désordre pour des systèmes pour que du nouveau apparaisse. Donc l'ingéniosité complètement paradoxale de la formule de René Thom, c'est que la genèse d'une forme catastrophique est souvent, la plupart du temps, une manœuvre de survie du système, qui empêche sa destruction lorsqu'il est poussé hors de ses voies normales. Donc, je vais un petit schéma, mais je n'ai pas le temps. C'est vraiment la question de pouvoir trouver des solutions qui ne seraient pas des pseudo-solutions, faire qu'on ne reste pas dans les formes aberrantes, encore faut-il repérer les formes aberrantes, faire des choix, être actif. Et au fond, quand on parle du réel, je me disais que le réel, même s'il est vraiment, il nous met face à nos limites et à l'impossible de la connaissance, c'est peut-être quand même une façon de revenir à ses limites et à être un peu plus les pieds sur terre. Pour revenir à la psychanalyse, aux transformations dans ces temps de catastrophes collectives, je ne parle pas des catastrophes du trauma personnel. Il y a quelques idées qui me venaient pour essayer de voir en quoi cette dureté de la catastrophe tout de même, ce qui peut vraiment figer la pensée. Enfin, il y a quelques idées qui me venaient que je vous soumets rapidement. Tout d'abord, et c'est vrai comme le disait Daniel, on est confronté à des choses qu'on ne peut pas percevoir par nos sens, que ce soit l'infiniment grand ou l'infiniment petit, comme ce virus. On est confronté à un hors perception, hors sens perceptif, ce qui peut nous permettre de développer d'autres choses, comme l'intuition, et Thom disait, l'intuition ou l'imagination, Thom disait que pour élaborer sa pensée scientifique, parce que son idée c'était de faire des formules mathématiques, de donner des formes, c'était de s'aider de l'imagination. Donc, la question de l'intuition est ce que le poète Keats nommait la capacité négative. C'est-à-dire, alors je le cite, parce que c'est la qualité qui contribue à former un homme accompli lorsqu'il est capable d'être dans l'incertitude, le mystère, les doutes, sans courir avec irritation après les faits et la raison. Voilà, à ce sujet, il y a un livre d'Adam Phillips, un psychanalyste qui a été écrit il y a quelques années, qui s'appelle 3 capacités négatives, être un embarras, être perdu et être impuissant. Voilà. Comme des choses dont on doit être capable. Et donc, c'est être dans l'aveuglement, ça peut faire surgir quelque chose. Comme Freud qui proposait, lui, quand il était dans les points de vue théoriques, de s'aveugler artificiellement, disait-il, pour devenir paradoxalement voyant. Anne,
Oui, c'est fini. Excuse-moi, surtout qu'on entend un léger crachotement dans le micro, ce qui fait qu'on n'entend pas vraiment la fin de la phrase. Ah. Alors, j'ai peut-être baissé trop la tête. Est-ce que ça va Oui, là, ça va mieux, oui. Oui. m'articuler un peu mieux? Et puis, je me dépêche surtout. Donc, cette capacité négative, qui n'est pas le déni, ne pas vouloir, enfin, le déni, c'est je sais bien, mais quand même. Là, il s'agit vraiment de pouvoir supporter d'être dans un aveuglement, dans quelque chose qu'on ne peut pas dont on ne peut pas se le représenter. Enfin, et ça peut faire venir des choses comme ça, soit de nos intimes, enfin, pendant ce confinement, tout ce qui pouvait surgir comme ça. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la question des liens, c'est-à-dire de pouvoir penser l'événement toujours en lien avec un processus d'évolution, une continuité. Et Tom se référait beaucoup à Héraclite dans l'opposition des contraires et la notion d'unité. Quelque chose demeure en dépit du changement. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, certes, mais le fleuve n'en est pas pour autant transformé en autre chose. Le fleuve reste le fleuve, sauf qu'on ne peut pas le percevoir dans son unité, dans sa totalité. Et en psychanalyse, c'est très important aussi, comme quelque chose surgit comme ça de catastrophique dans la vie intime d'un individu. Le travail, c'est aussi de relier ce qui se passe avec le fond psychique, enfin, la continuité. Et la dernière chose qui a un petit peu à voir avec ça, c'est la question du rythme. Tom parle des attracteurs de stabilité. Je pense que le rythme est peut-être le premier attracteur de stabilité pour les nouveau-nés. C'est dans une continuité minimale, en tout cas quelque chose qui va faire que l'environnement s'adapte à son rythme personnel, pas l'inverse. Et je trouve que cette question des rythmes de vie, aussi dans ce qu'on a été amené à vivre par ces ralentissements dans le confinement, ou l'inverse pour ceux qui travaillaient, auprès des malades, mais, ou pas que d'ailleurs, mais c'est vraiment central, cette question du rythme par rapport au sentiment d'existence. Voilà, ça c'était trois aspects comme ça, un petit peu plus analytiques. Et je vais peut-être m'arrêter là. Parce que, voilà. Par rapport à la démesure, simplement dire que la démesure qui a à voir avec la quantité, toujours plus dans un esprit comptable, comme on dit, et en face, cette notion de qualité, comme ce que je disais pour le rythme, on a été amené à prendre conscience de certaines fonctions vitales, comme la fonction de respirer. Ça a été la première fonction atteinte, d'ailleurs. Mais on a vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette perception de la fonction de la parole, qui cherche une adresse, comme dans les cellules d'écoute, et la fonction aussi du lien social. C'est pas rien, c'est un terme comme ça, il faudrait prendre beaucoup de temps pour voir de quoi il en retourne. Et on le verra peut-être dans les après-coups, parce que la temporalité psychique, c'est jamais... là, on était peut-être même dans un hors-temps, enfin le temps du réel, mais il y aura aussi la temporalité des après-coups, des choses qui seront remaniées pour chaque humain par rapport à ce qui vient de se passer. Et la psychanalyse aura à prendre part activement. Voilà. Je voulais dire en espérant que pour un clin d'œil à Tom, que le pli de ces régulations transformatrices acquises
qu'Émilie Elvis soit pris de tous ces mouvements qui se sont créés spontanément. Voilà.